qui m'a été faite, c'est de voir dans les travaux qui sont conduits, finalement, qu'est-ce qui se passe du côté de ceux qui sont dans des dispositifs d'insertion, qu'on appelle parfois les bénéficiaires, les usagers, ailleurs, les acteurs, et peut-être un jour, puisque c'est déjà lancé dans certains domaines, les clients des dispositifs d'insertion socio-professionnelle. Et donc, pour parler de leur vécu et de la manière dont ils se positionnent dans ces dispositifs d'insertion, je voudrais juste faire un petit retour en fait sur pourquoi cette question-là m'a intéressée, et en revenant sur mon propre parcours et mon expérience de formatrice dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle et notamment au sein d'APP. Dans la fin des années 90, quand j'ai commencé cette activité professionnelle et que j'ai commencé à travailler dans un APP, il y avait différents partenariats. Évidemment avec la région, avec le département, avec différentes mairies, et puis également avec des hôpitaux psychiatriques pour les personnes qui sortaient. Donc on travaillait avec différents publics. Et quand j'ai essayé de comprendre, puisque je débarquais, quand j'ai essayé de comprendre quel pouvait être le cheminement, le parcours de ces personnes pour arriver dans ce dispositif, j'ai essayé de comprendre comment s'organisaient les dispositifs. Et là, j'ai trouvé un des ouvrages de Hardy qui avait essayé, et on était dans les années, donc c'était en 99 en l'occurrence, qui avait essayé de schématiser quels étaient les dispositifs existants qui pouvaient permettre de lutter contre le chômage et l'exclusion. Et quand on regarde ce schéma-là, quand on est formateur, déjà, il faut connaître tous les sigles, et ce n'est même pas un schéma qui est exhaustif. Je pense que si on refaisait ce schéma aujourd'hui, vraisemblablement, on serait sur un schéma encore plus complexe, avec de nouveaux sigles, d'autres formes d'organisation, puisque les cofinancements induisent la multiplication des partenariats. Alors quand on est formateur, quand on est intervenant dans le domaine de l'insertion, déjà lire ce type de schéma, ça demande un effort. Mais alors ma question était, quand on est du côté de ceux qui veulent intégrer un dispositif d'insertion socio-professionnelle, comment est-ce qu'on fait pour arriver à comprendre où l'on est, ce à quoi on peut accéder et comment est-ce qu'on peut arriver à se former. Dès lors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on essaie de comprendre ça à travers deux questions. Une première question qui va être comment s'insère-t-on ? Quel est le processus d'insertion, comment ça marche ? Et une deuxième question, c'est comment les sujets s'engagent dans ce dispositif d'insertion, quel est leur vécu de ce dispositif d'insertion. Peut-être que pour répondre à la première question, c'est-à-dire quel est le processus d'insertion, je voudrais qu'on fasse retour en fait sur 3 points. D'une part, la question de la responsabilité, c'est-à-dire qui est responsable du processus d'insertion socio-professionnelle. Un deuxième point sur comment est-ce qu'on accède au dispositif d'insertion socio-professionnelle et quels sont les comportements qui sont aujourd'hui attendus des bénéficiaires du dispositif d'insertion socio-professionnelle. Sur la première question, c'est-à-dire la question de la responsabilité, il me semble que si les fondements de la responsabilité sont bien des fondements issus de l'État-providence sur un modèle assurantiel selon lequel on doit mettre à disposition de l'ensemble des citoyens français les moyens de s'insérer, on peut quand même s'interroger sur les évolutions en cours depuis les années 90 du fait d'assurer à tous ce minimum pour s'insérer. Si on regarde simplement quelques transformations, on constate qu'à partir de 1992, il y a la dégressivité des conditions d'indemnisation du chômage, qu'à partir de 1994, la décentralisation a transformé les formes d'accès et de budget et d'accessibilité aux différents dispositifs. Et depuis 2005, avec la loi de programmation de cohésion sociale, que les règles même d'accès aux dispositifs se sont transformées. Donc, ne serait-ce que sur cette question de qu'est-ce que l'on met à disposition des sujets, ça peut soulever la question du glissement d'une responsabilité collective vers la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qui a la charge de trouver l'information et qui a la charge de s'orienter et de trouver les bons dispositifs pour arriver à s'insérer. Ce qui est demandé de plus en plus au sujet, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé comme information, où avez-vous cherché les informations, quelles sont les démarches que vous avez déjà engagées. C'est-à-dire qu'avant même de s'inscrire, avant même de postuler, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait.
Et cette question du glissement possible d'une responsabilité collective vers une responsabilité individuelle trouve peut-être quelques conséquences, notamment dans les formes d'égalité, voire d'inégalité d'accès au dispositif. C'est-à-dire que si on ne regarde que l'une des études de la DARES de 2004, l'un des constats, c'est que depuis plus de 10 ans, en fait, les formes d'inégalité d'accès à la formation, les formes d'inégalité d'accès à l'insertion et les formes d'inégalité d'accès à l'emploi n'ont fait que s'accroître. Autrement dit, plus on a un niveau de qualification ou de formation élevé, plus on a un réseau professionnel structuré, plus on a de ressources économiques, sociales et ou symboliques, plus on a de chances de retrouver rapidement un emploi. D'ailleurs, on peut s'interroger sur, effectivement, à quoi contribuent les dispositifs d'insertion socio-professionnelle, comment ils arrivent à travailler et à offrir les moyens pour les personnes de s'insérer. Ce qui nous amène à la troisième question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend dans les dispositifs d'insertion socio-professionnelle pour accompagner ces démarches-là. Et ce qui apparaît, c'est que depuis les années 2000, même déjà ça avait été initié dans les années 90, mais ça s'est accentué depuis les années 2000, on a une logique qui s'est complètement transformée, c'est-à-dire que on est passé d'une logique d'assistanat à une logique d'entrepreneuriat. Donc on demande aux sujets d'être les entrepreneurs de leur propre insertion socio-professionnelle. Et dans cette logique d'entrepreneuriat, on retrouve deux dimensions importantes. La première chose, c'est qu'on demande aux personnes d'être co-constructeurs de leur avenir. C'est-à-dire d'avoir la capacité à identifier leurs besoins, c'est-à-dire, d'accord, vous êtes en situation de recherche d'emploi. Oui, effectivement, peut-être que votre métier est en train de disparaître, en tout cas dans ce bassin, ou que vous n'avez pas les compétences pour intégrer l'activité que vous visez. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce dont vous avez besoin? Et surtout, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les stratégies qui vous permettront de trouver l'emploi adapté? On pourrait dire qu'effectivement, cette logique de co-construction permet de ne pas être passif et de ne pas subir les offres d'intervention sociale qui pourraient être mises en place. En même temps, quand on n'a pas de logement, quand on a des problèmes de santé, quand on n'a pas forcément de ressources, dans quelle mesure on peut être co-constructeur avec les structures d'orientation et d'insertion pour définir le parcours qui permettra de retrouver un emploi. La seconde dimension en termes d'attente de comportement, c'est la mobilisation de la subjectivité des sujets. C'est-à-dire qu'on demande de moins en moins aux personnes de montrer ce qu'ils savent faire, que de montrer qu'ils ont la volonté de le faire et qu'ils ont les caractéristiques et les traits de caractère qui permettront de retrouver un emploi. Alors, ce qu'on cherche moins, c'est l'expérience concrète. Je pense que vous en parlerez plus en détail tout à l'heure. On demande moins l'expérience concrète et le parcours professionnel que qu'est-ce qu'il y a dans ce parcours qui serait transférable et mobilisable ailleurs. Comme par exemple l'autonomie, la capacité d'initiative, la capacité à analyser ses propres pratiques, le fait d'avoir une posture réflexive sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on n'a pas fait, essayer de comprendre les causes qui auraient pu conduire au fait qu'on a perdu son emploi, essayer de comprendre pourquoi finalement dans son parcours on est passé d'un emploi précaire à un autre. Ce qui induit ce que Castel et Divet appellent le risque de la psychologisation des pratiques, c'est-à-dire conduire les personnes à s'interroger plus sur elles-mêmes, sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont, que sur ce qu'elles ont réellement acquis comme compétences concrètes, et donc les mettre dans une posture où tout se situe non pas dans l'interaction avec l'environnement, mais ça se situerait à l'intérieur de chacun. Autrement dit, ce qu'on demande aux personnes, c'est oui, c'est vrai, il n'y a pas d'emploi ou il n'y a peut-être pas d'emploi dans votre environnement professionnel, mais vous y êtes pourquoi dans ce que vous faites? Quels sont vos leviers d'action personnels et individuels?
À travers ces trois dimensions, c'est-à-dire le déplacement de la responsabilité collective vers la responsabilité individuelle, la multiplication des difficultés d'accès aux dispositifs d'insertion et une certaine forme d'injonction à l'autonomie et à la capacité d'initiative, on en arrive finalement dans les parcours d'insertion socio-professionnelle au sens large, à promouvoir un modèle de bénéficiaire qui serait un sujet interne. Un sujet interne, c'est quoi? En fait, c'est une personne qui, quand il explique son parcours, ou quand il donne les causes de son parcours, ou les causes de son absence d'emploi ou de situation de chômage, va plutôt privilégier des causes qui lui sont personnelles que des causes internes. C'est-à-dire que tout l'environnement socio-économique, il va lui donner une moindre importance que à ce qui viendrait de lui-même. C'est un modèle qui est intéressant dans le sens où en fait c'est le modèle dominant, c'est-à-dire que les études qui portent sur les dirigeants ou les études qui portent sur les élèves qui réussissent le mieux à l'école montrent qu'en fait statistiquement ceux qui sont dans des situations de direction ou ceux qui réussissent le mieux à l'école sont ceux qui ont des explications par rapport à leur réussite ou leurs échecs qui sont d'abord des explications internes et propres à ce qu'ils sont, et non pas à ce qu'ils font. Ce qui veut dire qu'en fait, on a tendance à promouvoir, sans le savoir, un modèle d'action qui valorise plus ce que les personnes sont que ce que les personnes font. Ce que Dubois appelle en fait la norme d'internalité. La norme dominante serait pour être un bon chercheur d'emploi, pour être une personne qui va s'insérer plus vite, ce qu'il faut que je montre, c'est à quel point je suis capable d'assumer, y compris le fait d'être au chômage. Et si je montre ça, si j'explique ça, en fait, on va plus facilement m'écouter et plus facilement m'orienter.